Puis, tu sais, Theodore Roosevelt, une chose que j'ai appris, il a été chef de la police de New York. Ah oui? Ben oui. Puis, tu sais, les Teddy Bears, ça vient de lui. Parce que quand il était président des États-Unis, je ne savais pas. On l'amène à la chasse. Mais tu sais, le président des États-Unis, il va pas chasser longtemps. Non. Fait que là, il l'amène dans le bois, ils mettent une carabine dans les mains, puis là, il y a un ours attaché à un arbre, ensanglanté. Ben, voyons donc. Fait que là, il dit, tiens, vas-y, tue ton ours. Fait que là, lui, donne la carabine, détache-le, laisse-le aller. Puis cette histoire-là est sortie dans les journaux. Puis là, ils ont sorti, pour Noël, cette année-là, des Teddy Bears, l'ours de Teddy Roosevelt, qui est devenu... c'est ça, donc, Mary Parker Follett, dans l'essentiel, le livre, il remet tout ça en contexte. Puis, et je me rends compte que les hommes d'affaires, à cette époque-là, 1920, 1930, c'est après les grandes lois antitrust aux États-Unis. Et les hommes d'affaires qui ont gravité autour de Mary Parker Follett, puis, qui étaient très, très impliqués dans le développement social, c'est des gens qui avaient compris la rentabilité d'un projet de formation. Ce que tu essaies de me dire, de dire au-delà des chiffres et du budget, qu'est-ce que ça nous donne en tant qu'organisation. Et ils avaient compris que leurs employés, s'ils apprenaient à se développer grâce à la formation, une plus grande participation, mais c'était une richesse qui dépassait les chiffres. Ils n'étaient pas tous comme ça. Mais à cette époque-là, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise avaient une conscience sociale qui est plus grande que ce qu'on a aujourd'hui. Où aujourd'hui, ce sont des corporations, des méga-corporations qui sont gérées par des conseils d'administration, technostructures et objectifs de rentabilité puis d'enrichissement à tout prix, où tout est absolument fragmenté, puis depuis le personnage dominant dans cette organisation-là, qui est capable de dire non, tu sais, 1 milliard de plus ou de moins, ça dérange rien à mes héritiers, à mes petits-enfants. C'est un peu comme Bill Gates, bon, il a peut-être perdu le contrôle de sa corporation, mais il investit beaucoup dans la philanthropie. Et aujourd'hui, quand je regarde des phrases comme ça, je me dis ça, j'ai l'impression que c'est issu d'un monde qui est révolu. Puis toute la culture, l'humanisme, la compréhension profonde du comportement des humains en groupe, on dirait que c'est en train de s'évanouir. Oui, mais en même temps, il y a un éveil depuis quelques années. Moi, je le sens. Je le sens dans ce que je lis, je le sens via les contacts que j'ai, où les gens reviennent à des valeurs, ils veulent revenir à des valeurs. On ne sait plus comment revenir. Je pense que ce que toi t'enseignes, c'est le managemental, qui est un sujet fascinant. Oh, terminé. Ça te dérangerait-tu d'attendre 10 minutes pour la musique? Merci. Déjà avec des frigidaires. Je sens que les gens reviennent à ces valeurs-là, ils veulent revenir à ces valeurs-là, puis on a besoin des gens comme toi qui vont casser le moule du management traditionnel. Tu enseignes au HEC. C'est la grande école de management. T'enseignais. Bon. T'as enseigné. Pendant 15 ans. C'est ça. T'as enseigné à l'UQAM, tu parlais de l'UQTR, l'Université Laval. Polytechnique, Université Laval. J'ai enseigné au Liban, j'ai enseigné à Toronto, j'ai enseigné à WMNJ. Toujours avec ce discours-là de gestion humaniste. Oui. Pendant longtemps, ce que mes étudiants me disaient, surtout des étudiants un peu plus expérimentés dans la vie, par exemple mes cordes à l'Université Laval, qui étaient des cordes en exercice, des gens expérimentés, souvent ce qu'on me disait, puis également à HEC où j'enseignais au certificat, donc des gens qui avaient déjà une formation, qui avaient déjà un vécu, ce qui ressortait fortement, c'était Jocelyn, on aimerait ça que tu sortes du cadre, parce qu'on voit que tu donnes une matière, mais quand on écoute ton message, on sent que tu as tellement plus à nous donner. On aimerait entendre ça. Et c'est ce qui a fait qu'à travers les années, puis toutes ces expériences-là, à un moment donné, je me suis dit, et je sentais que j'avais un message, et que je touchais les gens. Donc, c'est pour ça que cartographie décisionnelle, ça a été la première pierre. Je me suis assis, puis je me suis approprié l'écriture, je me suis approprié un univers, puis je me suis dit, go, t'es capable, fais-le, assume tes idées, prends possession de ton territoire. C'est un beau message, ça, pour un gestionnaire. Assume tes idées. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas juste de gérer des chiffres et aligner des colonnes. Exactement. Il y a des idées en arrière de la gestion.
occupe ton territoire. Et la réception a été très bonne, ce qui fait que j'ai décidé de passer à l'étape supérieure, c'est de dire, là, je vais sortir d'une méthode, d'un certain confort, parce que, évidemment, j'ai commencé en 2012 avec le 3x3 à HEC qui était devenu standard pour tous les groupes de management. Là, c'était ma méthode qui était utilisée pour tout le monde. Donc, j'étais, même si j'assumais ma méthode, je proposais mon idée dans une approche de processus décisionnel, j'étais quand même dans un territoire connu. Alors que le management mental, c'était de dire, là, je plonge, je propose quelque chose qui est complètement différent, je sors de Taylor puis Fayol, je sors de l'approche ingénieur, technique, je romps avec 2000 ans d'approche occidentale basée sur les Grecs, de la technicité, pour reconnecter avec des vieilles racines humaines qui sont encore présentes dans toutes les sociétés à travers le monde. C'est rassurant, ça, quand même. Pour quelqu'un qui lit le management mental de Jocelyn Benoît, t'es imagé, tu utilises des métaphores, tu racontes des histoires. D'ailleurs, le 13 février, tu vas nous raconter des histoires. On donne pas de punch. Mais c'est rassurant de voir qu'on revient à des valeurs qui sont millénaires, dans le fond, qui est la base de la relation humaine, la base de la performance humaine aussi, c'est de jaser avec le monde, puis comprendre le monde. Ce qui est rassurant là-dedans, c'est qu'on vient de là, puis on caresse nos racines. On touche à ce qui a toujours défini l'être humain. Pendant des millions d'années, on était une espèce errante, et on se regroupait le soir autour du feu, heureux d'avoir simplement survécu, puis d'être capable de se réchauffer ensemble, puis de se raconter des histoires. C'était une façon de s'aimer, puis de s'embrasser, puis de se tenir, puis de se souder, puis de se dire on est capable de continuer. Des millions d'années plus tard, on est toujours là. En termes cognitifs, on n'est pas plus loin. Mon grand-père, s'il y a une panne de courant généralisée, si le système tombe, mon grand-père était capable de traire une vache, de faire du beurre. Ma grand-mère était capable de tout faire dans une maison. Moi, je ne suis pas plus intelligent. J'utilise mon intelligence, je l'utilise de façon différente. J'ai beaucoup plus de technologie, mais je suis beaucoup plus vulnérable. Ce qui fait qu'on n'a pas changé, on est toujours les mêmes. Et les défis d'aujourd'hui sont particulièrement difficiles parce qu'on est les premières générations qui vivons. On est en rupture avec ce qu'on a toujours connu. Et la technologie, on a l'impression qu'elle nous amène plus loin, mais elle nous coupe de nos racines. Et c'est pour ça, c'est curieux, parce que je t'ai parlé de cadres expérimentés, mais ce besoin-là, le plus viscéral, c'est mes étudiants les plus jeunes qui me l'ont dit. Des gens de la technique bac de l'UQTR à Longueuil, des jeunes qui ont 19-20 ans, qui me disaient, vous savez, M. Benoît, nous autres, on est tannés de Facebook. On a grandi là-dedans. Ça fait partie de notre réalité. On ne connaît pas ça, les livres. Mais on se rend compte que c'est pas ça, l'humanité. On a le goût d'autre chose, mais on ne sait pas comment faire. Donc, il y a deux axes. Il y a les plus expérimentés de mes étudiants qui veulent revenir à quelque chose qu'ils ont déjà connu, qui veulent un message rassembleur, qui va les aider à guider finalement leurs employés. Puis il y a les plus jeunes qui me disent, on aimerait ça, goûter à ça, on aimerait ça connecter ailleurs que par Facebook. Fait que c'est là qu'on réalise ces racines-là, ben, ils font partie de nous. Puis c'est ça d'être humain. C'est pas de revenir à ça, c'est là. Ça existe implicitement chez chacun des êtres humains. Je trouve ça fascinant ce que tu dis parce que tu es un parcours qui vient, c'est un parcours, comment je pourrais dire, à l'origine traditionnelle. Tu es allé jusqu'au doctorat en management, je pense. Puis malgré ça, là, tu enseignes maintenant, tu enseignes à plusieurs endroits. Puis le message que tu passes, c'est de revenir à nos racines pour aller plus loin. Absolument. C'est des racines qu'on a oubliées. Fait que le 13 février, dans le fond, tu vas nous jaser un peu de nos racines.
Oui. Puis on sent au travers de ton discours ta passion qui est encore très vive à enseigner. Oui. Fait que le grand défi, ça va être de te limiter à 15 minutes. On va avoir un bon défi, mais je pense que ça va être fascinant. Puis en compagnie de la gang qui va être là, je pense qu'on va avoir une expérience d'apprentissage différente, variée et drôlement enrichissante. Fait que, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir consacré un peu de temps ce matin pour cette entrevue-là. J'espère que les millions de personnes qui vont être témoins vont en profiter autant que moi ce matin. Je suis privilégié, franchement, je suis privilégié. Un grand merci, Jocelyn Benoît. Le 13 février, on se retrouve tout le monde ensemble et on continue la discussion. C'est un rendez-vous.